Avant que nous commencions, aucune idée. Avant que nous commencions, une petite précision, pas de DBF en août. Ça a toujours été. En plus, ça a tombé le jour de mon anniversaire, plus ou moins. Je sais. Et vous pouvez quand même amener des cadeaux. Personne ne sera fâché, pas moi. Et nous reprendrons en septembre, le 8 septembre. Bien, le ventre bien rempli après le barbecue du Labor Day. Ouais. Bien bronzé après les vacances. Relaxé. Donc, ce soir, commençons. Ce soir, nous avons parmi nous Carlos Diaz, que j'ai rencontré. Non, ça on ne dit pas. Non. On dit pas. La dernière fois qu'on s'est vu, on était ensemble sur un panel d'entrepreneurs, c'était très bien. Carlos a plein de choses très intéressantes à nous raconter. Nous avons reçu ici principalement, vous le savez, des entrepreneurs, que ce soit les entrepreneurs high-tech, dans la boulange, dans le basketball, dans plein de choses. Carlos est un entrepreneur plus classique, c'est-à-dire complètement atypique. Donc, tu es né, visiblement. Oui. Où? Je suis né à Limoges. Limoges. Limoges, en Haute-Vienne. Je parlais du basket, justement. Voilà, exactement. Champion de France de basket. Je sais bien. Après 13 ans. Cette année, ouais, mais ils ont été les J'espère premiers qu'il champions d'Europe. n'y a pas de palois, en fait. Le CSP Limoges, ils ont été les premiers champions d'Europe. Et l'héréditaire de Portez. Merde, putain, il n'y a pas l'Ouest. Oui, mais bon, Limoges a Tu sais de quoi je parle. Limoges a gagné la Coupe d'Europe des clubs champions. C'était le premier club français à être champion d'Europe. Ouais, tout à fait. C'était pas pro. C'était un grand match. Donc tu es né, tu t'en souviens pas beaucoup, je pense. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Non, alors, je suis né à Limoges. Bon, après, je m'appelle Carlos Diaz, donc je suis pas vraiment un descendant de Jacob Croquant, quoi. Voilà, donc Je sais pas. Espagnol? Je suis d'origine espagnole. Mes parents sont espagnols et mon grand-père est venu pendant la guerre civile, quoi. J'ai un petit-fils de républicain espagnol. D'accord. C'est important. Alors, C'est important. C'est vrai que c'est important. Et donc Limoges parce que les républicains partaient dans la résistance dans le Limousin, en fait. Donc voilà pourquoi je suis originaire de Limoges. D'accord. Voilà. Et donc j'ai fait toutes mes études à Limoges, à la faculté de Limoges. Et je suis pas du tout. Je suis un entrepreneur dans la high-tech, mais à la base je suis un littéraire. Reprenons. J'en ai plein dans ce cas-là, t'inquiète pas. Tu étais un bon élève ou pas? Non. Pourquoi? Moi j'étais le genre d'élève qui faisait. J'avais toujours 11 de moyenne. J'avais 11 de moyenne, quoi, de façon permanente. J'ai eu mon bac à la repêche avec 48 points. Donc la limite c'était 50. J'ai eu 0 en gym. Et je confirme que c'est pas éliminatoire, 0 en gym. Non. Et non, je n'étais pas vraiment un super bon élève. Pas vraiment un super bon élève. Et voilà, j'ai fait des études littéraires par défaut, parce que j'ai fait des études d'espagnol, parce que j'étais feignant. Tu parlais déjà espagnol? Je parlais déjà espagnol. Et puis aussi parce que en LCE, j'étais en lettres et civilisation étrangère, il n'y avait que des filles. Je crois qu'on était 3 mecs sur toute l'amphi. Oui. Et ça, c'était vachement intéressant, en fait, comme approche. Je savais pas que j'allais parler de ça. C'est vrai que c'est un des gros points problème de la cible. Il n'y a pas assez d'ouverture. Voilà, c'est ça. En informatique, il y avait beaucoup trop de mecs, en fait, et j'étais trop mauvais en maths. Et donc, j'ai décidé de faire lettres et civilisation étrangère. Et donc, après, bon, j'ai fait une thèse ensuite. Donc, je suis vraiment un universitaire dans la littérature. J'ai fait une thèse sur Borges et la littérature argentine, le complexe du labyrinthe. Ce qui peut être utile quand on crée une boîte, malgré tout. Mais voilà, j'étais vraiment littéraire et j'étais passionné vraiment de littérature. Je suis un vrai passionné de littérature, j'adore ça. Littérature de tous les pays ou Plutôt de la littérature hispanique, me passionne vraiment. Et puis Borges en particulier, qui était quelque part un peu un scientifique aussi. Et voilà quoi, donc j'étais pas du tout programmé pour devenir un entrepreneur
entrepreneur dans la high-tech, quoi. Surtout, alors, voilà, petit-fils de républicain, donc de famille ouvrière. Mon père était plâtrier, ma mère était vendeuse aux Galeries Lafayette, avec des études littéraires à Limoges. Et tu cherchais à faire quoi? Ton idée, c'était quoi? Alors, en fait, oui, non, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à enseigner à l'âge de 22 ans. J'étais maître auxiliaire au Dora, en lycée professionnel, au fin fond, à la limite de la Creuse et de la Haute-Vienne. Et là, j'ai compris que si je faisais rien, j'allais finir prof. Et j'ai eu ce sentiment-là, à l'âge de 22 ans, de me dire, mais tu vas l'avoir ton CAPES, et tu vas finir prof. Et ce qui m'angoissait véritablement là-dedans, c'était la salle des profs, quoi, parce que ça, c'était vraiment une angoisse terrible. C'était pas vraiment de donner des cours et les élèves, c'était plutôt passionnant, mais le fait de me retrouver et de passer ma vie avec des profs, et puis quand on a passé sa vie à l'école et que tout d'un coup on a des sortes de réflexes de Pavlov, quoi. Dès qu'il y a une sonnerie, même aujourd'hui, hein, s'il y a une sonnerie, je peux avoir un réflexe tout d'un coup, comme ça, incontrôlé. D'aller aux toilettes directement. Voilà, d'aller aux toilettes, ou de prendre un baiser en ville, quoi, tu vois, ou des choses. Enfin, des choses, ou demander une frangipane si on est au mois de février, parce que la galette des rois, c'est important chez les profs. Donc, voilà, donc j'ai senti ça à l'âge de 22 ans à peu près, où je me suis dit, je vais m'emmerder grave, quoi, grosso modo. Et puis, mon frère, lui, était plus jeune, il avait 18 ans, même pas 17 ans, quand il est venu me voir, en fait, lui, il commençait médecine. Donc lui, il était bon élève. Lui, il était bon élève, ouais. Et c'était un scientifique. Voilà. Et il était bon élève, et en fait, c'est lui qui est venu me voir et qui m'a dit, voilà, il y a un truc qui est en train de se passer, ça s'appelle Internet, on était en 95, et ça va changer le monde, et on devrait faire un truc autour d'Internet. Et moi, j'étais prof dans l'éducation nationale au Dora, encore une fois, et j'ai dit, bon coup, on y va, quoi. Et on ne parlait pas de start-up à l'époque, ça n'existait pas, ce terme-là n'existait pas. On avait juste envie de faire quelque chose, enfin, on était des premiers utilisateurs d'Internet. Notre passion, c'était l'IRC à l'époque, on faisait l'IRC. On s'échangeait des numéros de téléphone sur IRC, enfin, c'était un truc de fou, quoi. On était quelques centaines, quoi, peut-être quelques milliers en plus. Peut-être quelques milliers, je pense. Enfin, moi, j'ai un compte ICQ avec 4 chiffres à l'époque, hein. Donc je faisais partie des premiers plus. C'est la génération après la mienne. Voilà, et on était des consommateurs d'Internet et on se disait, mais effectivement, il va se passer quelque chose. Et on a décidé de lancer cette boîte à Limoges. Il y avait une technopole, ce réseau de technopoles qui sont créés en France, à Limoges, qui s'appelle Esper. Et on a passé à l'époque un concours pour entrer dans la pépinière d'entreprise de la CCI de Limoges. Ça fait rêver, hein. Et on l'a pas eu. Les mecs nous ont dit non, votre truc c'est complètement con, ça marchera jamais. Ce qui est fort probable, en fait, parce que quand je me revois rétrospectivement, je me dis que moi j'aurais pas mis un cachou sur moi, quoi, à l'époque. Tu as déjà vu la photo de l'équipe fondatrice de Microsoft? Oui, je l'ai vu, et ça fait très peur. Un commentaire. Ouais, je me fais exactement, c'est ça. Donc, on n'a pas été reçu en pépinière, mais à l'époque, j'insiste sur le terme pépinière parce que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des incubateurs ou des accélérateurs. C'était vachement important pour nous parce que c'était la possibilité d'avoir un lieu où on pouvait vraiment être sur la technopole. Déjà d'être à Limoges, c'est quand même un gros boulet, quoi. En tout cas, quand on prétend faire de la techno. Et donc de ne pas être sur la technopole, c'était un vrai souci. Et on a fait des pieds et des mains auprès du directeur de la technopole de Limoges. Dire non, mais on n'est pas reçu en pépinière, on veut absolument être là. Et on a fait une sorte de siège en fait, de ce bureau, et il nous a dit bon écoutez, j'ai un bureau, mais c'est vraiment un placard à balai. C'était littéralement le placard à balai où il n'y avait pas de fenêtre. Ils entassaient les tables et leurs aspirateurs. Et on a débarrassé ça et on a commencé ici. Alors l'idée à l'époque, on ne savait même pas qu'est-ce qu'on voulait faire. On hésitait entre créer des sites web, fournir de l'accès à Internet, héberger des sites internet. C'est une époque formidable, c'est-à-dire qu'on se disait vraiment, mais vraiment, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Est-ce qu'il faut qu'on devienne fournisseur d'accès, hébergeur de sites, créateur de sites, machin, etc. On a choisi de créer des sites, parce que c'était finalement plus facile. Voilà. Les premières factures qu'on a fait, on facturait les gens, on leur apprenait à envoyer des emails, et on facturait ça.
On leur disait voilà, ça c'est l'objet, il faut mettre objet, machin. Je plaide coupable aussi. Tu appuies sur envoi et puis le mec en face reçoit l'email et tout ça. Donc ça a été, c'est notre premier chiffre d'affaires, c'est ça. Et finalement, on a créé à Limoges une agence en fait qui venait évangéliser. Et je pense que mon côté prof était utile à ce moment-là parce qu'il y avait besoin d'énormément de pédagogie à l'époque pour expliquer ce que c'était qu'Internet. Ça a plutôt bien fonctionné. Et en fait, il y a une journaliste du Populaire du Centre, c'est notre journal à Limoges, qui fait un article sur nous. Et c'était, on a écrit en 95, 96, donc ça doit être en 97, quelque chose comme ça. Et qui titre Les frères Diaz, rois de l'Internet en Limousin. Écoute, c'est un début. Alors, ma mère était super contente parce qu'elle lisait le Populaire, quoi, donc elle avait ses gamins, ses enfants dans le Populaire avec un article et elle était super fière de ça, bien évidemment. Et moi, enfin, avec Manuel, on s'est dit, mon frère, on s'est dit, putain, il y a un truc qui cloche, un roi de l'Internet en Limousin, c'est pas top. C'est un début. Et c'est là qu'on a décidé, on s'est dit, il faut vraiment qu'on monte à la capitale, quoi, en fait. Avec nos sabots pleins de paille. Attends. Ouais. À l'époque, créer une start-up en France, ouais. On appelait pas ça une start-up, c'est vrai, comment on appelait ça? Mais attends, c'était une SARL, il fallait 50 000. Ah oui, je me souviens bien, j'ai emprunté 50 000. Oui, j'ai mis en entreprise. Et non, ça c'était pour les écoles. Attends, mais j'ai une anecdote super drôle. Attends, ça, il faut que je me dise ça. Donc, pour créer une entreprise en France, à l'époque, il fallait 50 000 francs, il fallait un capital de 50 000 francs. On parlait en francs. Et bien évidemment, on n'allait pas de ces 50 000 francs. Et moi, j'étais dans l'éducation nationale, et c'est mon CPE, conseiller principal de l'éducation avec qui je bossais, qui me voyait parler de ce truc, d'internet, machin, et qui m'a dit, écoute Carlos, t'es vraiment pas fait pour l'éducation nationale, et qui m'a filé 40 000 francs. Et c'était un musicien, il faisait des disques, il enregistrait, et ça coûtait environ 40 000 francs un disque. Il dit, écoute, je vais pas faire mon disque, prends 40 000 francs, tu me les rembourseras. Et c'était pas un business angel, hein, il n'y a pas de part dans la boîte, il m'a simplement prêté du pognon comme ça. Et ça nous a permis. Donc c'est mon CPE dans l'éducation nationale, Martin Mazot, que je salue aujourd'hui, qui m'a filé 40 000 francs. Et les 10 autres 1000 francs, je me rappelle, on a amené nos ordinateurs, on a apport en industrie, on appelait ça. Donc voilà comment est-ce qu'on a créé la boîte. Ok, donc à ces époques-là, créer une société, c'était pas compliqué. Non, enfin. D'accord. Quand tu allais voir les clients, tu arrivais à vendre. Oui. C'est un peu n'importe quoi. On avait nous quoi. On vendait n'importe quoi. On vendait il fallait vendre, c'est ça qu'il fallait rembourser Martin Mazot. Avec la personne qui est au bout de la salle, on avait créé une société en 91. Ouais. Avant Internet. Ouais. Et comme on était sur Next, j'ai vu arriver la première version d'un truc qui marchait à peine, d'un gars qui était au CERN, qui nous a dit, je viens d'inventer un truc. Ouais. Si vous pouviez l'installer, puis aller voir sur les adresses que je vous donne là, le web. Ouais. C'était les premiers browsers. Ah ouais, carrément. Et on était avec Blanche à l'époque, Jean-Michel, et on se dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour gagner de l'argent là-dessus quoi. Ouais. Même question qu'on s'est posée. Mais c'était pas très difficile de créer une entreprise. Non. Il n'y avait pas trop de barrières. Non, mais moi j'ai jamais trouvé. Je le garde pour plus tard. D'accord. Ce qui était plus difficile, c'était mes parents. Ma mère, moi je suis issu d'une famille de communistes. Donc quand on leur a dit prof, c'était top, hein, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et là, Médecin, c'était déjà, mon frère en médecine, ça commençait déjà à pencher dans la bourgeoisie un petit peu dangereuse, quoi, en fait. Mais de convaincre ma mère de lui dire, quand on lui a dit, je crois que sincèrement, c'est pas une connerie, mais ma mère a pleuré quand on leur a dit, quand on lui a dit qu'on allait créer une boîte. C'était vraiment, pour elle, c'était mes enfants sont devenus des salauds. C'était vraiment ça. C'était, voilà. Ça a changé depuis, mais elle vote toujours communiste. Enfin, elle vote Mélenchon. Depuis m'a insulté, on en parlera aussi après, en fait. Et ma mère n'était pas contente non plus, mais contre Mélenchon. Ah. Progrès. Donc le plus dur, c'était mes parents. Donc vous êtes à Limoges, ça commence à marcher, ça pète le feu, vous êtes les dieux du Limousin. Les rois de l'Internet en Limousin. Et vous décidez de monter à la ville. À la ville, à la Où capitale. Orléans ou Paris? Non, on monte à Paris. Directement? On monte directement à Paris, en Corail, Théose.
parce qu'on n'a pas de TGV à Il n'y avait Limoges. pas de TGV à l'époque. Il n'y en a toujours pas. Donc on monte en Corité aux Limoges, à Paris. Et puis on a rencontré des gens absolument incroyables à Paris qui nous ont aidés. Et la chance qu'on a eue à Paris, c'est que le premier client qu'on a signé à Paris, c'était Business Objects en 98. On est devenu l'agence digitale de Business Objects, c'est de Bernard Liotto en 98. Et ça nous a donc en fait voilà. Ça, c'est sûr. Là on a commencé à facturer vraiment du client. Et on a fait, je pense qu'on a fait du super boulot pour eux et on les a accompagnés dans tout leur développement. Et puis après, on a signé d'autres comptes. On est devenu une agence parce qu'on a gardé toute la partie production et développement en région. En fait, on était dans un modèle, on avait trouvé un modèle économique assez intéressant, c'est-à-dire qu'on avait nos clients à Paris et on était en mode presque nearshore en région Limousin, avec des ingénieurs très qualifiés, des mecs qui avaient envie de rester en Limousin, qu'on payait pas très cher en comparaison de Paris, et puis surtout qui étaient loyaux. Il y a encore des mecs aujourd'hui dans ma boîte qui sont là depuis 12-13 ans. Et on a fait du super boulot et là on a commencé à signer vraiment des comptes de plus en plus importants. Business Objects a été le premier, après on a signé Chanel, on a signé plein d'autres marques après ça. Et j'ai vécu, j'ai organisé ma vie entre Limoges et Paris, c'est-à-dire que je partais le lundi matin à Paris et je vivais la semaine à Paris jusqu'au vendredi et je rentrais le week-end. Ma famille était à Limoges toujours. Nos équipes étaient à Limoges. Manuel est resté, mon frère est resté à Limoges, s'occupait de toute la partie opérationnelle. Ma femme s'occupait de toute la partie financière. C'était vraiment une boutique, quoi. Voilà. Et on a grossi très très vite jusqu'en 2006 où on s'est posé la question du développement à l'époque. Ouais. Et je me souviens d'une date entre 97 et 2006 qui, moi, m'a un peu marqué et m'a pas fait plaisir sur le moment. 2001-2002. Ouais. Ça s'est passé comment? Parce que là, comme tu le racontes, on est arrivé, ça a marché, boum, paf. Ouais. Alors, c'est rarement ça quand même. Alors, non, oui, c'est vrai. Mais en fait, on a vécu un paradoxe qui nous a beaucoup servi. Bon, bien évidemment, la région Limousin était hyper en retard sur Internet, malgré tous les efforts pédagogiques. Et en fait, la région s'est mise à Internet pile pendant la crise. C'est-à-dire en 2001. Donc en 2001, effectivement, ça devenait très très difficile de faire du business à Paris sur Internet. Mais la région essayait de combler son retard. Et notre implantation régionale, et là on a signé. En région, on a quand même des belles marques en ligne. Je me moque un peu de Limousin. J'adore cette belle région. Mais on a des boîtes comme Legrand dans l'industrie. On a des boîtes comme Weston, on a des boîtes comme Madrange. Toutes ces boîtes-là, il y a clairement Michelin qui n'était pas loin, etc. Donc on s'est mis à bosser finalement pour la région. On a compensé la crise, c'est-à-dire que toutes ces dot-com qui elles étaient très parisiens dans l'âme, etc. et qui ont pris le train en pleine gueule de la crise. Moi je me rappelle, je faisais des voyages avec l'Axel à l'époque. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Axel, ça vous dit rien? ACL. Aftel, Axel, c'était. J'étais déjà ici, moi. Et on faisait des voyages aux États-Unis. Alors nous, c'était financé par la région Limousin. Je pense que c'était le truc le plus. Donc ils nous mettaient dans un avion et on allait. À l'époque, on allait à Interop. C'était une fois sur la côte est, une fois sur la côte ouest. C'est là que j'ai rencontré mon pote Loïc Lemmer. À l'époque, moi j'ai rencontré Loïc, il avait des cheveux, quoi. Ouais. Il y a des photos, donc. Voilà. Oui, des photos de lui. Et puis d'autres mecs de l'internet à ce moment-là, avec qui on est devenu. C'est vraiment dans ces voyages-là je suis devenu pote avec les entrepreneurs français. Aujourd'hui, on connaît comme Marc Simoncini ou Loïc et tous ces gens-là. En fait. Et effectivement, quand on venait avant 2001, toutes les courbes étaient les mêmes, on dirait des cliparts. En fait, ils nous présentaient tous leur boîte avec des cliparts, avec des courbes comme ça. Et après 2001, on a compris qu'il n'y avait plus les cliparts comme ça. Et là, on s'est dit, merde, ça pue, quoi, en fait, quoi. Donc, effectivement, c'était pas bon, quoi. Et donc, 2006, tout allait bien. Après, nous, on n'a jamais levé d'argent. Attention, on a créé cette boîte-là, on a... Ce qui est, en fait. En fait, oui, parce qu'on n'avait pas...
enfin, on faisait du chiffre, on vivait, on était profitable depuis le jour 1. Donc, tu nous as dit comment tu l'as appelé? Reflect, ça s'appelait Reflect, R-E-F-L-E-C-T. Et donc voilà, on s'est développé, et en 2005-2006, s'est posé la question de grossir, parce que les clients nous demandaient d'être présents au moins sur un plan européen. On avait des campagnes, on devait gérer des campagnes partout en Europe, voire sur un plan mondial, et on ne savait pas faire. Donc là, on a commencé à recevoir des propositions de rachat, d'abord, de business interactif à l'époque, tout ça. Et on a décidé de vendre à une boîte qui s'appelle Imakina, et qui étaient des potes, en fait, qui étaient basés à Bruxelles, qui venaient de faire une entrée en bourse sur Euronext et qui était en train d'opérer son développement international et qui avait besoin d'une filiale en France. Et donc, on est devenu la filiale française de Imakina en 2006. Alors, on a vendu, en fait, Vous avez vendu comment? avec du cash. Non, alors, quand on devient la filiale d'un groupe Non, une partie en cash et une partie en action. Aujourd'hui, c'est bien d'être. Enfin, on a fait un super. Non, parce qu'on avait une partie en cash et une partie en action. Et la partie en action était assujettie à l'EBITDA de la boîte. Et on a overperformé. Et aujourd'hui encore, on a près de 10% du groupe Imakina. Et Imakina, c'est 600 personnes, ça fait 60 et quelques millions de chiffres. Enfin, c'est une belle boîte, quoi. Ok, donc une petite boîte française, sans financement dans le Limousin, belle réussite. Ouais. Je note. Après. Mais après, moi j'en avais marre du professional services. Depuis le monde de l'agence, c'était très très difficile. J'étais fatigué, j'avais envie de faire un truc un peu plus industriel, et donc j'ai créé un éditeur de logiciels. C'était vraiment ce que j'avais envie de faire. Et puis j'avais aussi envie de passer à un mode de développement d'entreprise où on a vraiment développé Reflect à la force du poignet. Chaque euro gagné était réinvesti. Enfin, tu te payes pas, machin. Enfin voilà. Et j'avais vraiment envie de créer un truc dans le soft, dans le logiciel, un peu plus industriel, avec une échelle plus internationale et avec un mode de financement à ce moment-là lever de l'argent. En fait. Donc j'ai créé un éditeur logiciel qui s'appelait. Enfin, il ne faut pas que je dise qui s'appelle, parce que ça le vit encore, en fait, Blue Kiwi Software, et qui faisait du réseau social d'entreprise. En fait, l'idée, on est en 2006. À l'époque, on parlait du Web 2.0. Donc, il y avait énormément tous ces réseaux sociaux, RSS, Wiki, tout ça. Et c'était dans la sphère publique. Loïc commençait ses conférences qu'on appelle le web aujourd'hui. C'était les toutes premières conférences de web où on parlait de blog et tout ça. Et le pari qu'on fait, c'est de dire que ce phénomène-là allait aussi rentrer à l'intérieur de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de lobotomisation des gens quand ils passaient le portique de leur entreprise, et qu'ils allaient demander des modèles conversationnels aussi à l'intérieur de l'entreprise pour mieux collaborer, pour échanger des idées, etc., etc. On nous a surnommé un peu comme le Facebook de l'entreprise, mais c'était effectivement ce qu'on créait à l'intérieur des boîtes. Et donc ça, c'était l'idée de base, et c'était d'amener du 2.0 à l'intérieur de l'entreprise, dans les process de l'entreprise. C'était Blue Kiwi. Et là, on a levé de l'argent avec Sophie Nova à Paris. On a fait une première levée de fonds de 4 millions d'euros. Et avec Olivier Protard. On a été le dernier deal d'Olivier Protard. Après, il s'est barré, c'est-à-dire qu'imaginez, vous levez des fonds avec un mec, un partenaire, avec Olivier Protard, et 3 mois après votre levée de fonds, le mec vous dit je me barre. Bon, alors que Olivier Protard, c'est vraiment un mec super top. Et je me suis retrouvé avec c'est Olivier Sichel. Ils m'ont laissé un Olivier, en fait. C'est Olivier Sichel qui était ancien président de Manadou. Je crois que c'est un énarque, inspecteur des finances. C'est impeccable, vous veniez tous les deux de la fonction publique. Tout à fait. Il y avait un match parfait. Les deux fonctions. Problème. Je suis pas sûr qu'il était de gauche. Comme ça, tu sais pas. Je sais pas. Ça dépend de quelle promotion il est sorti. Il y a ouais, des... C'est pas comme ça que tu choisis. Enfin, c'est pas la sensibilité.
activité peut... Non, mais je suis resté pote avec Olivier Sichel, on est potes. Aujourd'hui, il est patron du geek.com, il est chez Zélie Gardel, je crois qu'il y a ça. Donc on est resté potes, même si on a eu une aventure tumultueuse sur le Kiwi ensemble. Lever des routes nationales en 2 chevaux, il ne faut pas aller vite parce que sinon tout le monde vomit dans la voiture. Donc il faut aller lentement, doucement et puis avancer petit à petit. Avec le Kiwi, on a levé des fonds, peut-être trop d'ailleurs. À la fin, on a fini par lever 12 millions au total. Mais là, on était en dragster, donc j'étais vraiment dans un mode où il fallait aller super vite, opérer hyper vite, mais en même temps, c'est ce que je peux comment prendre à moi-même, hein, c'est ce que vraiment je voulais vivre, hein, et je l'ai vécu. Hein. Ça vaut le coup de le vivre une fois. Ça vaut le coup de le vivre une fois, et ça a plutôt bien marché parce qu'on est devenu leader européen sur toute la partie Enterprise Social Software. Donc, je ne sais pas si vous connaissez des boîtes comme Jive, par exemple, ici aux États-Unis, ou Yammer, qui ensuite a pris, voilà, on faisait ça en fait, avant même Yammer. Mais dans un modèle de vente qui était plus un modèle de vente direct, le client c'était grand compte, c'était GDF, BNP Paribas, voilà. Et ING, enfin on a pris le marché européen assez rapidement parce que les Américains ne se souciaient pas du tout du marché européen, donc on a eu le temps nous de prendre le marché européen très très vite. J'ai fait rentrer dans la boîte des mecs super talentueux de Business Objects, notamment je pense à des gens comme Jean-Marc Bello par exemple, qui s'occupait de tout le développement européen, ou des gens chez PeopleSoft comme Jean-Michel Béhan et tout ça. Donc j'avais vraiment les moyens de recruter des mecs top. Et donc on est devenu leader européen sur les réseaux sociaux d'entreprise. Et en 2009, on avait un vrai problème de développement des ventes, ça n'allait pas assez vite en tout cas pour moi. On était dans un mode de vente direct, c'était compliqué, puis gérer des commerciaux c'est chiant, difficile, bon, ils coûtent cher, voilà. Le premier trimestre, ils arrivent, le deuxième trimestre, ils disent ouais, mais je suis en train de construire le réseau, j'ai un pipe et tout, machin, rien. Le troisième trimestre, ouais, mais ça se passe pas finalement comme je voulais. En fait, vous faisiez combien de chiffre d'affaires sur l'administration à cette époque-là? À cette époque, on devait faire 5 millions, comme ça. C'est difficile. J'ai appris ça en montant dans des boards ici, de voir la difficulté qu'il y a à passer de. Il y a l'entrepreneur qui crée la boîte et qui ramène 5-6 millions, celui qui l'amène à la fin. Il y a la bande à 50, il y a 100 qui est extrêmement difficile, et au-dessus, c'est vraiment un boulot de spécialiste, c'est pas le même. Il y a, je sais pas, 5-6 personnes dans la vallée qui ont réussi à faire toutes les étapes, quoi. Et 2 qui ont réussi à les faire 2 fois. Moi, j'ai pas du tout fait toutes ces étapes-là. C'est particulier, c'est vraiment spécial. Mais après, je pense que. Alors, j'ai découvert ça en venant ici, mais c'est un truc que je dis souvent en France, où on m'invite souvent dans des conférences, mais je pense véritablement qu'en France, et je me reconnais totalement dans cette image-là à l'époque de Blue Kiwi, je pense qu'on monte vraiment des startups comme Jean-Pierre Mocky fait des films. C'est pareil ici. C'est pareil ici. Mais moi, je considère vraiment que le CEO en France, c'est le Chief Excrement Officer. C'est-à-dire qu'on n'est pas un Chief Executive Officer, on est vraiment à gérer la merde au quotidien. Et on a le sentiment en France, enfin moi c'est ce que je faisais, qu'il fallait à peu près tout faire. C'est-à-dire que, et même mes investisseurs me demandaient ça, quoi. C'est-à-dire que je faisais tout, c'est-à-dire j'étais présent sur le produit, j'étais présent sur les ventes, j'étais présent sur le logo, sur les événements, sur le marketing, sur les RH. Enfin, grosso modo, j'étais comme Jean-Pierre Mocky quand il fait un film, j'étais derrière la caméra, je filmais, je recrutais des mecs, j'essayais de les payer le moins cher possible et j'étais très fier de ne pas les payer très cher, quand je les payais d'ailleurs. Et donc on faisait des films et on distribuait ça, tu distribues ça comme Jean-Pierre Mocky dans son cinéma, donc on distribue ça en France, en Europe, et nous on est arrivé à le distribuer en Europe. Et moi, ici, aux États-Unis, j'ai découvert vraiment ce que c'est d'être un CEO, et ça n'a strictement rien à voir avec Jean-Pierre Mocky. On est dans un modèle plus avec James Cameron. Alors désolé, j'avais pas compris ce que tu voulais dire, mais en fait ça se rejoint. Ouais. Je pense qu'ici, on fait des sociétés de plus en plus comme on fait des films. Oui, c'est des blockbusters. C'est-à-dire qu'on a un CEO, il y a un gars qui arrive avec un projet, ça c'est le scénario, on a trouvé les producteurs, on va trouver les financiers. C'est plus facile de trouver les financiers si on a déjà le casting. Il y a un casting. Si on n'a pas de casting mais qu'on a vraiment un bon projet, le financier va aider à trouver le casting. Absolument. Et c'est un modèle hollywoodien. Ah oui, c'est complètement. Moi, c'est ma Et ça fait un moment que c'est ça ici. Ah, pas tellement, parce que moi je dirais que moi, c'est de la personne qui m'a présenté ce modèle-là, ça devait être en 99-2000. Ah, intéressant. Et parce que le gars avait déjà vu ça à l'époque de la bulle Internet. D'accord. Parce que moi, ma théorie, c'est que ce switch-là,
cette starisation et ce modèle, cette transformation de la Silicon Valley en Hollywood, pour moi, je le liais plus à la création de TechCrunch qui a vraiment starisé. Non. Ça date d'avant. D'accord, ça date vraiment d'avant. Et late 90s. Ok. Ouais. Mais C'est la première fois que c'était déjà ça. T'as le même sentiment. Crédit Suisse, First Boston, PricewaterhouseCoopers et Wilson Sonsini, on avait une politique. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais c'est vraiment ça, c'est le phénomène qu'on a ici, c'est vraiment un phénomène de Hollywood, c'est-à-dire qu'il y a des trends en fait, c'est-à-dire qu'à ce moment on fait des films avec des dinosaures dedans, donc si t'as pas un scénario avec des dinosaures dedans, ben on va pas te financer. Demain on va faire des westerns, On fait après, du on va faire des on fait du mini-blog en ce mobile. moment c'est des super-héros. Mini-blog mobile, c'est fantastique. Mini-blog mobile, et j'ai le CFO qui a fait le truc là, qui a marché là, le VP ingénierie qui a fait super bien. Matt Damon, J'ai le bon, bah, c'est fantastique, et là je vais voir donc, les bons financiers C'est ça, sur les producteurs. On récupère le fric, on y va, on va le plus possible, on vend. Terminé. Et c'est vrai que c'est un peu ça. Et en France, c'est pas illogique qu'on ait un modèle de cinéma qui se rapproche plus de la façon dont Jean-Pierre Mocky. Mais ça marche aussi. Je fais des films sympas, hein, tu vois, Ça marche. dans le lot il y a beaucoup de merde, mais il peut y avoir des trucs un peu intéressants, et voilà, et le personnage est intéressant. Et quand tu parles avec certains entrepreneurs français, tu dis, bon la boîte est de merde, mais l'entrepreneur est sympa, quoi, en fait. Mais non, je suis provocateur, mais c'est bon, juste assez, quoi. Moi, je viens d'une époque où il n'y avait pas d'entrepreneur. Le seul entrepreneur que je connais, tu le connais, je pense, Jean-Michel Blanche. On était les deux seuls, on était dans le monde Next. Donc on a vu Internet nous arriver directement dessus parce que ça a été créé sur Nextel. Donc on a reçu le premier browser. Et Jean-Michel avait créé sa boîte Olean, pas du tout pour faire de l'Internet. Il revendait des machines Next. Ouais. C'est plus dans le CV ça maintenant. D'accord. Mais comme il était le seul à savoir créer un serveur de mail et qu'il y avait un client email Mime sur Next, il avait fallu créer un serveur de mail pour les gens du monde Next. Il arrivait à vendre ses machines. Ce qu'il avait fait dans sa cuisine, en 14e, c'est un petit appartement sympa. Et quand Next a arrêté de vendre des machines, il a décidé de se focaliser là-dessus en faisant de la TNT, etc. Voilà. Et c'était. Mais à l'époque, il n'y avait pas de réseau d'entrepreneurs. Hélas. Donc alors on en était où? Alors après en 2009, donc j'ai été face à mon problème de développement. Mon problème existentiel en tant que CEO, c'était comment j'accélère le développement des ventes. J'étais dans le mode de vente direct. Et là, je rencontre deux personnes. C'est très drôle. Je rencontre Bernard Liotto qui, à ce moment-là, vient de sortir de Business Objects et est partenaire chez Alberton. Et savait faire accélérer les ventes. Exactement. Il avait déjà donné. Voilà, exactement. Et je rencontre Bernard Charles, de Bernard, chez Dassault Systèmes, qui m'explique que le mode de vente indirect, ça pouvait le faire, machin, etc. J'ai choisi Bernard Charles et j'ai pas choisi Bernard. Je pense que c'est la première connerie que j'ai faite. Enfin, peut-être pas la première, mais en tout cas, c'est une des conneries que j'ai faites. Pourquoi? Parce que le modèle indirect n'était pas adapté. Tu penses qu'il aurait fallu continuer à Bernard Liotto, il est venu, il a dit j'ai investi dans ta boîte, il avait des conditions qui étaient vraiment pourries, quoi. Ça se discute, ça. Oui, mais j'ai essayé de discuter et je suis pas arrivé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bernard. Donc, Bernard Liotto, en plus, tu le vois quand c'est un mec de produit, quoi. C'est-à-dire, il s'assit, puis au bout d'un moment, il recule, et puis il met ses mains comme ça, il se met à la tête, machin, il commence à. Et puis il me parlait du produit, et puis il dit mais ton produit, ça va pas du tout, c'est pas du tout ça, c'est nul, machin. Chiant. Il est passé là. Ouais, mais c'est un mec absolument. C'est un type fantastique. C'est un type fantastique, quoi. Et j'ai eu ensuite Bernard Charles qui, lui, c'est pas du tout le même genre de personnage. C'est un grand séducteur, Bernard Charles. Je crois qu'il n'a rien compris à ce qu'on faisait. Et en fait, je lui ai dit, Dassault Systèmes, ils font ce qu'on appelle du PLM, Product Lifecycle Management. Et il me montrait Dassault Systèmes en disant, tu comprends, du croquis de l'avion jusqu'à son industrialisation, moi je gère tout, quoi. Et moi je lui ai dit, à cette époque-là, je lui ai dit non, en fait, tu gères pas tout. Alors on se tutoyait, parce qu'il aimait bien les startups. Je lui ai dit, tu gères pas tout parce qu'en fait, un croquis, en fait, un projet industriel, avant d'être une idée, avant d'être un croquis, c'est une idée, et avant d'être une idée, c'est une conversation entre des mecs. Et moi, c'est exactement ce que je fais. Mon boulot, c'est de foster the conversation, en fait, foster the innovation dans des groupes, de générer de la conversation, de générer de l'idéation, pour qu'en fait, il s'est dit, putain, mais t'es la phase 0 du PLM.
Ouais. C'est exactement ça. T'es rentré dans sa logique en fait, parce que moi j'ai connu ce système dans le début de carrière, en 84, et à l'époque c'était Katia. Oui. Donc c'était un système de CRO, il y avait deux systèmes de CRO en France, Katia et Unisurf. Ouais. Unisurf c'était Matra Data System, mais en fait c'était Renault. C'est le même. Voilà. Moi j'ai dirigé le produit, normalement, c'était un peu les mêmes bases. Et l'idée, le problème qu'il y a eu très vite d'Assaut, c'était qu'il fallait accroître les ventes. Voilà. Et donc essayer d'aller latéralement vers plus de trucs. Et donc tu as dû connaître, aller vers le calcul scientifique, aller vers la modélisation, aller vers l'analyse après le calcul, et puis de plus en plus aller latéralement. Et c'est vrai que tu étais parfaitement dans leur logique. Ah non, j'étais complètement dans la logique Innovia, qui est en fait le produit qu'ils ont lancé ensuite derrière et qui s'appliquait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Dassault Systèmes, ils ont des produits qui permettent de gérer dans le domaine de pharmaceutique, par exemple, le cycle de fabrication, même d'un médicament. Tu vois, ils sont plus simplement dans le machin. Bon, j'ai raconté une belle histoire. Voilà, quoi, ça résonnait dans son mindset. Il m'a fait une super offre avec une super valo, quoi. Je ne vais pas la dire, quoi. Donc, notre série B, on l'a faite avec Dassault Systèmes. Mais tout d'un coup, on s'est retrouvé avec un industriel dans notre capitale, à côté de Sophie Nova. Ça filme, il faut que je fasse gaffe quand même à ce que je raconte. Mais, je crois que ça faisait plaisir au Sichel d'avoir Bernard Charest au bord, quoi. Et ça compte aussi. Et donc voilà, quoi. Non, ça filme, je ne peux pas tout dire. On va parler moins fort. Voilà. Oui. Non, mais d'avoir un industriel au port dans ta boîte, ça change énormément de choses. Non. Je sais pas. Ouais, tous les board members changé de boîte. Ouais, j'ai eu des industriels, j'ai eu aussi un board member qui était aussi board member de Credit Suisse First Boston. Je veux dire que ça nous a changé. Parce que le premier rapport financier que je lui ai donné, je me suis repris dans les figures directes. Alors ça c'est très drôle. C'est très rapide. En fait, je me rappelle, ils ont investi en juin 2009 et en août, j'ai un meeting avec Bernard et les chiffres de Q2 étaient catastrophiques. Bien évidemment, on avait investi essentiellement notre temps sur la levée de fonds. J'étais Chief Experiment Officer, c'est moi qui faisais tout, quoi. Donc du coup, je faisais plus les ventes. Et les chiffres étaient catastrophiques. Et je me rappelle d'un meeting à Vélizy où Bernard m'a gueulé dessus, quoi, en fait, en disant ouais, ces chiffres sont catastrophiques. Et c'était 2 mois après le fonds avec Dassault Systèmes. Et en fait, j'ai pouffé, quoi. Tu pouffes pas dans la merde. Et je lui dis, écoute, j'ai toujours été pas un super élève, quoi, j'ai toujours eu 11 dans ma vie. Si tu attends de moi que je vienne devant toi pour te dire, voilà, te ramener ma copie comme un élève ramène son bulletin de notes en tremblant en disant j'ai 600 maths, j'ai pas besoin de ça, je sais que j'ai 600 maths, je vois bien que j'ai 600 maths. La question c'est comment est-ce que j'ai 8 le trimestre prochain, comment j'ai 12 après et qu'on avance ensemble. C'est une bonne attitude. Ouais. Il n'y a pas forcément aimé. Non. Il y a des connaisseurs. Voilà. Et puis après, avoir un mec comme Bernard Charest, qui est un mec super talentueux et qui connaît le sujet du soft comme personne, bien évidemment, c'est un peu the elephant in the room, quoi, en fait. Tu vois, les boards, je sais pas si les mecs ont eu, je connais bien Marc Benioff aussi, sur un plan plus perso. Et demain, par exemple, je dîne avec lui, mais j'ai des potes qui ont Marc Benioff au board, ils ont demandé à ce qu'ils sortent, quoi. C'est pas possible d'avoir un mec comme ça au board, quoi. Ils sont pas dans la même étape de vie. Mais tu peux pas bosser, quoi. Tu peux pas bosser avec ces mecs-là. Ces mecs ont un processeur qui tous soit plus supérieur. Je pense pas que ce soit le problème. Je pense qu'ils attendent, enfin, de ce que tu me décris, ton board member s'attendait à ce que ta start-up se comporte comme Dassault Systèmes. C'est ça. Et vous n'avez pas la même force de vente, vous n'avez pas les mêmes systèmes de reporting, vous n'en êtes pas là. Il faut que tu puisses expliquer comment on le fait. Mais les bons board members que j'ai vus ces derniers temps, ils arrivent à expliquer voilà ce qui manque. Voilà. Et c'est ça qui est utile pour une boîte. Mais moi, je savais pas en plus ce qui me manquait, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on m'opposait un système d'abord que je ne connaissais pas. Effectivement, tu as raison. Je pouvais pas me comporter comme eux parce que d'abord je ne connaissais pas. J'avais pas la taille, mais vous n'aviez pas la force de vente. Je ne comprenais même pas ce qu'ils me disaient, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et donc j'ai certainement dit des conneries en retour, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Forcément.
Et donc ça, c'était assez compliqué à gérer. Et donc, ça t'a moyenné? Ça a été difficile, mais ça a été en même temps hyper formateur. Tu n'imagines même pas ce que j'ai appris à ce moment-là, quoi. Et donc, on était dans un modèle de vente, on essayait de développer le modèle de vente avec Dassault Systèmes. Au final, ça ne s'est pas fait. Donc, je suis retrouvé un peu le bec dans l'eau parce que mon modèle de vente direct ne marchait pas. Mon modèle de vente indirect avec Dassault Systèmes ne marchait pas non plus. En fait, en plus, je représente. Si tu n'as pas de modèle de vente direct, l'indirect ne peut pas marcher. Non, mais tu ne sais pas packager ta vente. C'est ça, et en plus, je représentais un chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'on était à 20 millions, quoi, tu vois, comme ça, je représentais un chiffre qui, pour eux, était complètement dérisoire. Donc Bernard, vraiment, voulait, je pense, nous aider à développer la boîte, mais en dessous, tu vois, les mecs qui faisaient 1 milliard, ils se foutaient complètement, quoi, en fait, des 20 millions qu'on faisait, quoi. Qui, pour nous, était pourtant, cet objectif de faire 20 millions était un truc super important. Donc on n'avait pas l'appui. Donc tu as fait la chose logique, tu as cherché la sortie. Non, non, même pas. Ce que j'ai dit, bon ben voilà, le modèle de vente direct ne marche pas, le modèle de vente indirect n'est pas possible, donc il nous reste qu'un modèle, c'est le freemium. Mais pour le freemium, il nous faut un marché à taille importante, parce qu'on a des taux de transformation qui sont très faibles. Ça ne peut pas se faire sur le marché français, donc il faut partir aux États-Unis. J'ai essayé de vendre ça pendant très longtemps à mon board. Sophie Noël me disait ouais, les États-Unis ça coûte super cher. Dassault Systèmes me disait non, mais le soft on va passer en freemium, c'est de la connerie, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a le SaaS, machin. Voilà. Et finalement, j'arrive à les convaincre. Enfin, j'ose espérer que c'est ça. Je suis pas certain que ce soit vraiment le cas. En fait. Mais en gros, ils me disent Carlos, il faut que tu t'en ailles aux US. Ok. C'est important la phrase que je viens de dire. Il faut que tu t'en ailles aux US. Et donc je suis parti aux US en 2010 pour développer le modèle freemium de Blue Kiwi Software. Parce qu'en plus, il y a Yammer qui commençait et qui avait un produit qui était meilleur que Yammer. Et moi, on faisait plus de chiffres que Yammer, mais on avait 400 clients quand Yammer en avait 180 000. Et puis les croissances sont pas les mêmes ici. Ouais. Donc tu es venu où t'installer ici? À San Francisco. Pourquoi? C'est plus près de New York, c'est plus pratique pour communiquer. Non, mais moi j'étais dans le soft, voilà, j'avais envie d'être à San Francisco. Pourquoi pas la baie? Pourquoi pas la baie? Pourquoi pas te mettre plutôt vers Palo Alto, San José? C'est fini. Là où il y a toutes les grosses personnalités. C'est vrai, il y a personne. Si tu retires Google, Facebook et Apple, il y a plein. Oui, mais ça c'est des vieux, parce qu'il y a des raisons immobilières. Bien sûr. Certes. C'est les cons qui font chiffre d'affaires. On a besoin de fonds pour acheter une boîte, c'est tout. Mais d'ailleurs, on ne vient pas, on se Non, mais je sais pas, c'est San Francisco et voilà, quoi, c'est des startups plus rock'n'roll, quoi. On peut boire des coups après le boulot, quoi. Ils commencent en retard, ce qui ne peut pas être le cas à Palo Alto, quoi. Non, ce que je veux dire. Ouais. Voilà. Donc, 2010, tu décides plutôt San Francisco parce que plutôt le fun? Ouais, non, mais parce que les clients étaient là. Je crois que j'ai fait le bon point. Non, je pense que c'était parce que c'est là que ça se passait, que ma femme m'avait dit. Ma femme fait partie de l'équation. Ma femme m'a dit je te préviens, si je vais dans la baie, je vais pas à Palo Alto, je suis pas une Desperate Housewives, je vais pas à mon pavillon avec mes machins, avec mon verre de chardonnay, en te faisant comme ça en partant au boulot le matin, c'est pas moi en fait. Voilà. Donc on a été à San Francisco, ça me coûte une fortune. En fait. Oui, alors si tu penses qu'être à Palo Alto, non, mais à l'époque, ça venant de Limoges, je peux te dire que ça fait un choc. Ah, les deux font un choc. Oui. Venant de Paris aussi, je te rassure immédiatement. Venant de Limoges, je te dis pas. Je vends ma baraque à Limoges, ça m'apporte même pas à l'apport pour acheter une baraque à Non, petit studio peut-être. Pas quoi, ça c'est. Ok, donc tu arrives en 2010. Ouais. Bonne époque. J'arrive en 2010, c'est bonne époque, c'est sympa, ça bouge et tout. Et alors je me dis, j'ai une analyse un petit peu de mon arrivée aux États-Unis. Donc ça fait maintenant un peu plus de 4 ans. Donc la première année, c'est Disneyland, quoi. C'est-à-dire que c'est un rail de coke, quoi. Tout va bien. Super bien.
ça clignote partout, il y en a partout, c'est génial. Je me dis, putain, pour la première fois, je suis vraiment au bon endroit, au bon moment, je suis là, c'est super, j'ai un image, quand même. Ouais. De la vallée de la Vienne à la Silicon Valley, quoi. Et donc ces clignotes, c'est vraiment Disneyland et tout, c'est super. Et après un an, François Logier s'en rappelle parce qu'il m'a vu arriver, quoi. C'est lui qui m'a presque réceptionné, quoi, tu vois. Comme tout le monde. Et il était important. Au bout d'un an, en fait, tu es à Disneyland, c'est comme si tu es à Disneyland, mais il y a des manèges sur lesquels tu ne peux pas monter. Tu vois, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu, c'est-à-dire, il y a Disneyland, il y a une ligne rouge comme ça, tu vois, donc tu te mesures comme ça, et puis si tu es en dessous de la ligne rouge, tu ne peux pas monter sur Space Mountain. Les soirées avec les anciens de Harvard et Stanford. Voilà, par exemple, tout ça. Donc ça clignotait partout et tout. Et donc au début, tu es très admiratif de ça, machin. Et puis quand tu décides de monter sur les manèges comme eux, on dit ah non, pas toi, t'es gentil. Tu passes pas le truc, la ligne rouge. Et là, c'est très dur. Tu vois, ça arrive au bout d'un an. Et tu te dis merde, putain, mais pourquoi c'est pas pour moi en fait ce truc-là, je suis là, je suis juste spectateur, j'ai acheté mon ticket, j'ai payé comme tout le monde, mais je participe pas au truc, quoi. Je fais pas partie, je suis pas sur l'estrade, je suis pas machin, c'est pas moi qui lève les fonds avec Sequoia, c'est pas moi qui machin, tu vois ce que je veux dire, voilà, c'est pas moi. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent ici, qui restent un an et qui, face à ce truc-là, s'en vont. Il y a beaucoup qui repartent, quoi, tu vois, à ce moment-là, parce que c'est dur. Et que voilà. Et donc là, je suis rentré dans une phase vraiment de dépression totale. Je me suis dit, mais merde, putain, ça marche pas, c'est pas pour moi. Bon, entre-temps, j'ai pas été aidé par BookKiwi parce que à ce moment-là, BookKiwi me dit, le conseil d'administration me dit, bon, attends, les États-Unis, ça coûte trop cher, et puis tu vois bien, ça fait un an que tu y es, il se passe pas grand-chose, parce que bien évidemment, on pensait que l'argent poussait sur les arbres, il pousse sur les arbres, mais dans la vallée, pas à San Francisco. D'accord. C'est encore une autre erreur que j'ai faite. En fait, moi, j'ai été m'installer à San Francisco, j'ai eu visiblement Je ne suis pas sûr. D'accord. Mais voilà, et là ils me disent, bon, mais de toute façon, c'est pas grave, on va vendre la boîte. Bon, je dis, vous êtes sûr? Enfin, moi je pense que c'est une connerie, c'est vraiment pas le moment, et tout ça. On débute aux US et tout, il va se passer quelque chose. Et ils voulaient vendre la boîte. Voilà, Dassault Systèmes, évidemment, faisait partie des premiers candidats pour acheter la boîte. Ça ne s'est pas vraiment passé comme vous voulez avec Dassault Systèmes dans les négos. Et ils m'ont demandé en même temps de revenir en France. Ils savaient très bien que je ne reviendrais pas. Parce que c'est une demande un petit peu. C'est ce qui s'appelle se faire foutre dehors sans. Oui. Ouais, on est d'accord. Ouais. Au début, je ne savais pas, en fait. Mais en fait, je venais de me faire foutre dehors. Mais poliment. Poliment, en gardant mes parts, en étant toujours board member, machin. Ils savaient très bien que je ne dirais pas. Non, mais écoute, si tu veux pas rentrer, c'est la merde en France et tout. Et j'ai dit, bah, écoute, voilà, quoi, il faut prendre un autre CEO parce que c'est pas moi, c'est pas mon projet, j'ai pas envie de rentrer, j'ai pas envie d'aller bosser chez Dassault Systèmes, machin, enfin, voilà. Donc, comme c'était pas bien passé avec Dassault Systèmes, je me suis juré de tout faire pour ne pas vendre à Dassault Systèmes. Bon, grosso modo, c'est le truc qui me faisait vivre. Je me levais le matin, je me disais, putain, il faut pas vendre à Dassault Systèmes. Faut pas vendre à Dassault Systèmes. Attends, laisse-moi discuter. Je suis Dassault Systèmes. Je suis dans la merde, c'est filmé là. 800 millions. Ah non, mais c'était pas 800 millions. 800 millions, je suis Dassault Systèmes. 800 millions, je vends à n'importe qui. Voilà. Non, je voulais juste vérifier. Donc le problème n'était pas Dassault Systèmes, c'était le montant qu'ils offraient. Oui, bien sûr. D'accord. Non, c'est juste pour rectifier ce que c'est la caméra. Non, bien sûr, le problème c'était pas Dassault Systèmes, c'était l'offre que faisait Dassault Systèmes. N'était pas la bonne offre. Voilà. Ça payait pas, ouais. Ça payait pas. Non, il y a un problème de respect. Quand il y a la face. Quand ça paye bien à la liquidation préférence, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment. Il y a le montant, il y a la façon. Voilà.
n'avez pas ni l'un ni l'autre. Non. Voilà. Donc on a vendu à Atos Ce qui n'est pas déraisonnable. pour un prix beaucoup. Enfin, bien élevé. En tout cas, on gagne de l'argent. Tant mieux. Voilà. Et donc je me retrouve en dépression à San Francisco en ayant vendu. On est en 2012. Et François Hollande est là. Enfin, vient d'arriver. Donc c'est pas le meilleur moment pour rentrer en France et profiter de son pognon, quoi, comme tu peux l'imaginer, quoi, à ce moment-là. C'est pas la meilleure période. Je ne suis pas sûr. Rentrer en France et profiter de son argent, je ne suis pas sûr. Bah, à l'époque, ça l'était pas, en tout cas. Gagner de l'argent, peut-être. Ah non. Profiter de son argent, je ne suis pas sûr. Non, mais je sais pas. En tout cas, moi, j'avais pas envie de terminer. Tu vois, je suis pas un D'accord. rentier, tu vois, j'avais pas envie de. C'était pas le bon moment pour rentrer et développer un nouveau business. Voilà. Ok. Et donc j'ai décidé de rester et j'ai créé ma nouvelle boîte qui s'appelle quoi? Très bien. Et c'est vachement intéressant parce que finalement venir à la Silicon Valley, c'est ce que je dis souvent, je reçois beaucoup d'entrepreneurs qui viennent ici et qui se demandent, et il y en a beaucoup qui viennent et qui se disent je vais venir, ça marche pas en France. Et donc, ça va être plus facile dans la Silicon Valley, donc je vais venir à la Silicon Valley parce que tu comprends, en France, c'est pourri, ça marche pas, Moi, j'essaie d'expliquer aux entrepreneurs que si ça marche pas en France, ça risque de encore moins bien marcher en fait dans la Silicon Valley. Et qu'il faut venir dans la Silicon Valley, non pas parce que c'est plus facile, mais au contraire parce que c'est plus dur. C'est pour ça qu'on vient dans la Silicon Valley. Et créer sa boîte, pour moi en tout cas dans la Silicon Valley, c'était vraiment comme jouer la Champions League. J'avais créé 2 boîtes en Ligue 1 en France, ça avait plutôt bien marché. À chaque fois j'ai revendu et j'ai pu gagner de l'argent. Et là j'avais l'occasion de jouer en Champions League, vraiment. Et j'avais vraiment, moi je suis un fan de foot, et j'avais vraiment ce sentiment-là, c'est de se dire putain t'as l'occasion de jouer en Champions League, et je connais pas un joueur de foot qui, quand on lui propose d'aller jouer en Champions League, dans un club de Champions League, dit non. En même temps, il sait très bien qu'il n'est pas sûr de jouer, que les tacles vont être plus appuyés, que les passes sont plus rapides, qu'il y a la compétition et qui est plus dure, que voilà quoi, en fait, que ça va être plus difficile. Et pourtant, il y va. Quand tu as l'occasion d'aller jouer au Real ou au Barça, enfin moi je suis venu de Barcelone, donc n'allez pas jouer au Real. Quand tu as l'occasion d'aller jouer au Barça, tu y vas, quoi, tu vois ce que je veux dire, même si tu vas rester sur le banc, parce que c'est dur, parce que c'est là qu'il faut être, parce que c'est vraiment ça. Et moi, la Silicon Valley, pour moi, c'était vraiment ça. Et créer ma boîte dans la Silicon Valley, c'était ce sentiment-là, c'est de se dire, voilà, je joue en Champions League, je sais que c'est plus dur, et j'étais en pleine dépression à la fois par rapport à Wikileaks qui venait de se passer, et puis aussi par rapport au fait que ça marchait pas forcément et tout ça. Et je me suis dit, il faut que tu oublies la Ligue 1, la façon dont on joue en Ligue 1 et tout ça, il faut que tu réinventes complètement ta façon de jouer au football. Voilà ce que j'ai fait. Alors, j'ai un pré-commentaire de question. Ouais. Enfin, 2 points que j'aimerais développer derrière. Pré-commentaire, c'était une idée de casting à la base. Parce que moi, je suis né en région parisienne, près de PSG. Ouais. Je déteste le foot. Par contre, j'adore le basket. Donc, j'aurais dû naître à Limoges quand même. Oui, Ah ouais, j'ai grandi près de Tours après. Parce que nous, en foot, Tours, c'était bien aussi en basket. Oui. Aussi, ils sont mauvais Tours. Mais en basket, ils étaient bons. Ouais. Enfin, bon, bref. Donc, il y a 2 points que j'aimerais discuter avec toi. Premier point, c'est la création d'entreprises en France. On est plusieurs, je crois, dans la salle à avoir créé une entreprise en France. Je ne crois pas qu'il y en a un de nous qui puisse dire que ça soit difficile. Mais pourquoi Et généralement, ça a marché, une entreprise en France. Donc ton point de dire on vient en Champions League, c'est tout à fait ça. Et pourquoi est-ce qu'on est toujours à critiquer le fait qu'en France, l'entrepreneuriat, ça ne marche pas? Et que c'est pas bien et qu'on n'est pas aidé, Non, mais etc. attends. Parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai, la France c'est un paradis pour les C'est un paradis pour l'entrepreneuriat. paradis pour les startups, c'est un paradis pour les entrepreneurs. Mais c'est juste que c'est pas là que ça se passe. Quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est tout, quoi. Je veux dire, je ferais du parfum ou de la mode, je serais resté à Paris. Quoi. Tu vois ce que je veux dire. Mais il se trouve que je fais du digital et je suis dans les nouvelles technologies. La blague de Jean-Louis, c'est quand on veut faire pousser du vin, on ne s'installe pas en Suède. Oui, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Tu peux mettre toutes les conditions que tu veux, etc. Et pourquoi? Parce qu'actuellement, quand tu vends un truc online, ouais. que tu sois installé à Paris, à Limoges ou à San Francisco, ça ne fait pas une énorme différence en théorie. Si tu fais du e-commerce. Ouais. Oui, non, mais bien sûr, mais, non, mais c'est pas ça. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas une inondation? Mais parce que, justement, c'est-à-dire qu'on est à Paris, enfin en France,
tu es formaté, tu deviens un Jean-Pierre Mocky. C'est-à-dire que la société te pousse à devenir un Jean-Pierre Mocky. Et que si tu veux réussir, enfin Jean-Pierre Mocky, il n'a pas fait le Titanic, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il n'a pas fait le film de Titanic, et lui il va te dire en plus, c'est de la merde le Titanic, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bon bref, donc, et c'est que la société française ne te pousse pas à raisonner, comme tu disais, à fabriquer, tu vois, je veux dire, tu n'as pas accès aux mêmes personnes, à la qualité des personnes, tu n'as pas accès aux mêmes investisseurs, à la qualité aussi de ces investisseurs-là. C'est pas là que ça se passe, en fait. Le cinéma français, c'est très sympa, moi je le regarde, j'adore, etc. Mais enfin, les Américains s'en foutent complètement. Je pense que je le regarde parce que je suis français et que je comprends les histoires des films français. Et quand tu montres ça à des Américains, ils disent, mais attends, c'est quoi ce délire, en fait? C'est quoi ce méli-mélo, machin, bidule, je comprends rien. Et qu'en revanche, on regarde les blockbusters américains, on les bouge tous les uns avec les autres. Mais voilà, c'est pas là que ça se passe, et donc il faut être là où ça se passe. Enfin, je sais pas, c'est pas à Limoges que ça se passait normal. La question, c'est exactement la même chose que tu m'avais dit, mais alors pourquoi t'es pas resté à Limoges? Bah, c'est pas. Enfin, je fais pas de la porcelaine, quoi. Ouais. Ouais, c'est bien. Mais. Limoges a été champion d'Europe. Non, mais oui. Mais après, les choses sont en train de changer. Non, il faut mesurer le championnat d'Europe de basket à l'époque. Il y a une plus grosse différence à l'époque en basket entre le championnat d'Europe et les autres coupes, comme la Coupe Corail, que pouvoir gagner un petit peu fois. Et Limoges était opposé en finale à Trévise, qui était financé par Benetton, toujours un Canadien, début des années 93. Et il y avait à l'époque comme leader de l'équipe de Trévise, Tony Kukoc, qui a fini avec les Bulls de Michael Jordan. Alors que Richard Dacoury, il rigole pas, je veux dire, on parle Richard Dacoury n'a jamais fini au bout. Dacoury s'est fait sortir au bout de 10 minutes de jeu parce qu'il avait 5 fautes. Et on s'est retrouvé avec une équipe de remplaçants sur le terrain, qui ont gagné. Weiss, 2017, en fait, et Frank Butler. Ouais. Ça avait que lever les bras. Aujourd'hui, Frank Butler, il est patron du Quick à Limoges. C'était le meneur du jeu, comment il s'appelait? Le meneur de l'équipe remplaçant Forte, qui ensuite était capitaine de l'équipe de France, qui m'a fait marrer parce que j'avais fait l'INSEP en basket. Mon rêve, faut pas. Tu peux couper la caméra, s'il te plaît. Mon rêve à l'origine, c'était d'être basketteur professionnel. Ça n'a pas marché pour une raison que j'ignore. Mais à l'INSEP, on apprenait à défendre. C'est sérieux quand tu dis ça? C'est sérieux, je suis vraiment sérieux. Et j'ai été à l'INSEP et on m'a fait passer les radios des cartilages quand j'avais 13 ans. Oui. Et on m'a dit la croissance est terminée. Je faisais la même taille à 13 ans. Donc pour 13 ans, 1m70, ça allait. Et on m'a dit non, il n'y a plus de croissance. Donc entraîneur, si ça va aller. J'étais bon en maths, j'ai fait des sur les maths, c'est bien passé. Et donc Fortet est descendu dans la position de défense traditionnelle enseignée à l'INSEP de la façon dont ça se fait traditionnellement en France, et a piqué la balle à Tony Kukoc et a été marqué son panier qui a fait gagner à la dernière minute. À la dernière seconde, c'était fantastique comme match. Donc on peut. Non mais tout est possible, mais t'es pas obligé non plus de partir avec tous les. Enfin, je veux dire par là que oui, bien sûr, tout est possible dans la vie. Qu'est-ce qui manque en France? Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas rentrer tous les deux, se poser à Limoges ou à Tours, voir, tenter l'impossible et faire une société à moitié à Tours, à moitié à Limoges? C'est vrai que les ingénieurs sont pas chers, où on aura le terrain gratuit, où on aura toutes les aides, et distribué mondialement. Non, mais c'est une question d'état d'esprit, c'est-à-dire qu'on a un état d'esprit en France où. Mais c'est nous. Mais c'est oui, c'est l'esprit, on l'a. Comment ça? On aura le même état d'esprit si on rentre en France. Non, enfin, comment ça? Tu rentres en France demain, toi, demain tous les deux, on rentre en France. Tu rentres en France demain, tu sais pas de quoi tu parles. Je te pose une question. Parce que moi j'y étais encore la semaine dernière, quoi, tu vois ce que je veux dire? Je dis des choses qui sont d'une simplicité absolue pour nous, en fait, les mecs te regardent en disant ah putain, mais c'est vrai, quoi, putain, c'est vrai. Non, il se passe quelque chose en France qui est absolument. Enfin, bon, entre-temps, on n'en a pas parlé, mais moi j'ai créé le mouvement des pigeons. Qui est un mouvement qui était mon deuxième point, qui est né ici à San Francisco. On reviendra sur le pourquoi après. On reviendra sur le pourquoi, mais ce phénomène, c'est-à-dire qu'il y a une vision du français de l'entreprise et de l'entrepreneur, où la vision qui nous est opposée, c'est celle de Monopoly, c'est-à-dire qu'on a le mot de forme et le cigare, quoi, tu vois ce que je veux dire, c'est à peu près ça. Quand tu réussis, tu es un voleur, c'est que tu as enculé des gens, grosso modo, à commencer par tes salariés, bien évidemment, et que quand tu réussis pas, tu es un paria, parce que tu, voilà,
Donc, il y a ce phénomène, cet état d'esprit, il est en train de changer parce qu'il y a une nouvelle génération d'entrepreneurs qui arrive, mais on l'a cherché aussi parce que l'entrepreneuriat en France était ce que moi j'appelle un entrepreneuriat génétique, c'est-à-dire que les entrepreneurs avaient hérité des boîtes de papa, de maman, tu vois, il y en avait tout un tas comme ça, tu vois, engoncés dans leur cravate, à demander la permission à papa, à maman, à chaque fois. Ça s'appelle pas un entrepreneur, ça. Ben oui, mais il était, quoi, tu vois ce que je veux dire, il dirigeait les boîtes, hein. Moi je suis de province. Alors, est-ce que l'entrepreneur, c'est diriger une entreprise ou c'est entreprendre? Mais non, mais voilà, cette différence-là, elle n'existe pas en France. Dans la mentalité des gens, elle n'existe pas. Quand moi je suis venu ici, moi j'ai toujours eu le sentiment en France, quand j'ai créé mes entreprises, de déranger. C'est mon sentiment. Je pense que la France est un pays de bocage, notamment le Limousin, c'est très vrai, avec des champs délimités. Et que quand tu prétends créer un champ, tu es toujours en train d'emmerder un autre parce que tu empiètes sur le territoire d'un autre. Quand tu crées ta boîte en France, moi j'ai toujours entendu ça. Ah ouais, c'est pas mal ce que tu veux faire, mais il y a déjà machin qui fait ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est complètement con de le faire, il y a déjà Bidule qui fait ça. En fait. Donc, du style, il y a Maurice là-bas, en fait, il fait du maïs, tu vas pas faire le maïs parce que nous on fait du maïs, machin. Et j'ai toujours ce sentiment de déranger, de bousculer le marché sur les pieds des autres. En plus, je m'appelais Carlos Diaz, donc on me disait, mais. Et puis j'avais pas fait les bonnes études. Alors je te rassure immédiatement, j'ai pas un nom d'origine espagnole. Non. Pas française non plus. Et j'ai fait les bonnes études. Et ça gêne pareil. Et ça gêne pas. Alors, aucun problème. Ça me rassure Je me énormément. suis fait cracher à la figure de mon association des anciens élèves quand j'ai quitté Renault pour créer ma boîte. Ouais. Et je me suis fait traiter de Et social. quand tu crées une boîte, on te dit mais t'es taré, pourquoi tu veux monter une boîte, et tout ça. Enfin, moi j'ai lu quand tu pourrais être prof et tout ça, c'est top quand même être prof. Et c'est pour ça, pour le dire un dé, Et c'est vrai que c'est top d'être prof. oui, mais c'est risqué, mais c'est top en fait. Non, plus risqué que c'est une vocation, c'est fantastique comme métier. Non, mais c'est fantastique. Il y a des gens qui ont une vocation comme ça. Exactement. Et donc j'ai toujours le sentiment comme ça de gêner. Et quand je suis arrivé ici aux États-Unis, j'avais ce sentiment d'espace, de liberté, d'entreprendre. Je n'étais plus un animal singulier. En fait, j'étais complètement dans la norme. J'étais un entrepreneur. So what, quoi, tu vois ce que je veux dire? Il y en a des milliers autour de toi. Donc, pour la première fois, j'étais normal, quoi, tu vois ce que je veux dire? Et c'était ça ton rêve? Et finalement, c'était peut-être ça mon rêve, quoi. C'était d'être finalement là où c'est normal, en fait. Ce que je raconte est finalement assez normal. Et j'en ai marre de défendre en France à chaque fois que j'y vais. Et j'ai beaucoup d'amour pour la France parce que moi je ne suis pas du tout du genre à dire voilà, j'ai envie d'entrer en France. J'ai envie de me dire que je pourrais entreprendre en France à nouveau. Mais il y a un changement culturel et un débat. Et ça, c'est en train d'arriver parce que ce qui est formidable en tout cas, c'est qu'il y a des nouvelles générations et des jeunes qui aujourd'hui créent des boîtes et des startups en France et qui sont en train de changer ces règles-là et qu'il faut les encourager et qu'elles sont encouragées. Il y a un truc incroyable en France, c'est que au lieu de pointer au chômage, tu peux créer ta boîte et continuer à être rémunéré en fait, et avoir pas grand-chose, mais 800 ou 1000 euros et ça peut aider. Il y a plein de jeunes aujourd'hui qui utilisent ça pour créer des boîtes et qui vont dans des accélérateurs, des incubateurs. Et la mentalité est en train de changer. Et tout le système des pigeons, c'était vraiment de dire arrêtez de nous regarder comme des patrons du CAC 40, entre le MEDEF et la CGT, il y a nous. Quoi. Et on compte, en fait, on est quelque chose et on représente une génération qui refuse d'être stigmatisée, en fait, qui refuse d'être considérée comme des méchants patrons, en fait, bien évidemment de droite. Ça ne veut strictement rien dire. On est des jeunes, on a envie d'entreprendre, on a envie de vivre une aventure, et on a envie d'exister globalement. On parle anglais, voilà, en fait, c'est tout ce truc-là. Et ça, aujourd'hui, c'est en train d'exister en France. Et j'ai rencontré Montebourg, la dernière fois qu'on s'est vu, on n'était pas en super bon terme. Et aujourd'hui, Montebourg est complètement amoureux des startups. C'est impressionnant. Parce qu'il a compris, il a compris que finalement, c'était électoralement bon. Oui, voilà, c'est un autre problème. Mais il n'avait pas compris. Est-ce que tu as le sentiment que tu as été compris? Comment? Est-ce que tu as le sentiment que tu as été compris? Les pigeons, est-ce que tu as le sentiment que ça a été compris à Paris? Parce que j'ai ensuite vu, moi, des gens disant mais moi-même, je suis un entrepreneur. Moi, monsieur Dassault, je dirige une entreprise, donc je suis un entrepreneur. Je disais, c'est pas l'entrepreneur. Non, mais ça, c'est enfin, les patrons des grosses boîtes françaises en France se disent entrepreneurs. Non, mais il faut
Oui, c'est pas parce qu'ils se le disent qu'ils le Oui, sont. ils le sont Mais pas. est-ce que les gens ont compris la différence entre l'entrepreneur et le patron d'entreprise? Ça a changé. Le phénomène des pigeons a d'abord introduit un nouveau terme qui est celui d'entrepreneur. Et d'arrêter de parler de patron, et tu le verras d'ailleurs dans les médias et dans la presse, aujourd'hui on parle d'entrepreneur. Ce qui n'était pas le cas avant, il y avait un débat sémantique. La France adore un débat sémantique. Hein. Donc déjà on s'est axé sur le débat sémantique, de dire nous ne sommes pas des patrons, nous sommes des entrepreneurs. Et nous sommes issus de toutes les classes, de toutes les générations. Et il y a eu ce phénomène-là de faire comprendre aux Français qu'elle avait besoin d'aimer ses entrepreneurs. On a parlé d'amour, on a parlé d'entrepreneurs, on a parlé d'essayer de non stigmatiser tous ces gens-là. Je pense que ça a plutôt bien marché. Quand Hollande est venu là et que je lui ai demandé de faire un hug, en fait, il m'a embrassé quand même. C'est pas moi qui ai embrassé Hollande. C'est lui, je lui ai dit, il était en plein virage social-démocrate, en fait. Il était en train de faire son virage, il est en train d'essayer de vendre son pacte de responsabilité. Entre nous soit dit, ça fait 6 mois qu'en fait, si nous on était aussi bons vendeurs que lui, qu'en fait on serait déjà viré une boîte, en fait. Mais c'est difficile d'être vendeur quand il n'y a pas de clients à côté. Ouais, laissez devant ça au MEDEF, quoi, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est pas... Alors on a rencontré les gens du MEDEF quand ils sont venus à la fin, bref. Bon. Quand ils sont venus avec Hollande. Pierre Gattaz. Oui, il y avait une tablée d'entrepreneurs de la baie. Il y avait une tablée d'entrepreneurs de la baie et ça a commencé par le gros problème, c'est les infos. Et tout le monde, bah non, en fait, non, pas du tout. Non, parce que nous on travaille dans la high-tech et en France, les taxes, les machins, pas du tout. On est plutôt positif en France, on a des aides et des machins. C'est absolument pas le problème. Si. Bah non. Et ça finit, bah non, bah si, bah non. Et on s'est séparés comme ça, quoi. On a bien mangé, je dis ça. Écoute, c'est ça qui. Non, mais c'est ça qui, je pense, qui a beaucoup plu à Hollande, finalement, dans ce mouvement de pigeons. C'est que ça lui permettait de dire au MEDEF, vous n'êtes plus représentatif des entrepreneurs et des entreprises, en fait, de France. Continue de dire que les syndicats sont représentatifs des travailleurs, par contre. Exactement. La CGT est représentative des travailleurs et des entrepreneurs. Si ma mère m'entendait, elle me tuerait, en fait. Mais c'est à peu près ça, tu vois ce que je veux dire. Donc, l'idée, c'est, je pense que quelque part, le mouvement a finalement, même s'il a mis du temps à le comprendre, mais il a compris que ce mouvement-là était une façon de séparer en fait le MEDEF des entrepreneurs. Tu sais, quand on a lancé le mouvement des pigeons, bien évidemment que le MEDEF a essayé de nous récupérer, parmi d'autres, l'UAP aussi, les libéraux, et le MEDEF aussi a essayé de récupérer le mouvement. Et quand ils ont compris qu'ils n'allaient pas récupérer ce mouvement-là, les socialistes se sont dit « Ah merde, mais en fait, peut-être qu'il y a un coup à jouer là-dessus. » On a été la première opposition finalement au gouvernement et la première reculade du gouvernement, parce que le gouvernement a reculé au bout de 27 jours du mouvement des pigeons, sur la loi de finances 2013, qui prévoyait quand même la taxation des entreprises à hauteur de 75% sur leur plus-value, en fait. Donc, c'était ça le combat, en fait. C'était de dire, c'est déjà tellement difficile de créer une boîte, c'est tellement difficile de la faire réussir, que si vous enlevez, en fait, le gros lot à la fin, c'est comme si le loto, en fait, on enlevait le gros lot du loto, en fait, plus personne n'a joué. Donc, c'est ça ce qu'on a essayé de faire comprendre. Ça n'a pas été facile. Mais quand ils ont compris ça, je pense que Fleur Pellerin, qui était plutôt intelligente, a compris, bon, lui, il n'a pas compris tout de suite, Fleur Pellerin a tout de suite compris qu'en fait, on n'était pas un mouvement de droite, en fait, on n'était pas un mouvement piloté par les libéraux et l'UMP, ce qui pouvait se poser la question, parce que c'est vrai que voilà, on était un mouvement d'entrepreneurs. Et moi, ce que j'ai essayé d'expliquer en fait au gouvernement, c'est qu'il faut que la France sorte de cette vision gauche-droite de lutte des classes, que la lutte des classes est terminée, que les bourgeois ont gagné, en fait. Le prolétariat a perdu cette bataille-là. À partir du moment où le prolétariat n'a plus 2 téléviseurs dans sa maison, ça veut dire que c'est un bourgeois. Et c'est le cas aujourd'hui, en fait. Donc la bataille... Non, tu es en train de me dire en fait que le prolétariat a gagné et que Marx avait raison et qu'on a fusionné la classe prolétarienne et la classe bourgeoise. Oui, si tu veux. Ça peut peut-être mieux passer si tu présentes comme ça. D'accord. Enfin, moi, je ne l'ai pas présenté comme ça, donc je leur ai dit, écoutez les gars, la gauche-droite, la lutte des classes, les gars, arrêtez, c'est fini, en fait, c'est bon, la bourgeoisie est là, elle est bien installée, etc. etc.
que ça ne va pas changer, et que maintenant le combat se positionne non pas entre la lutte des classes gauche-droite, mais entre passé et modernité. En fait, c'est vraiment ça le débat. C'est en fait, et si vous regardez en France aujourd'hui, les discours qu'on a, c'était mieux avant. Hein. Donc c'est ce passé-là, en fait, c'est ce regard vers le passé. Il faut sortir de l'Europe, il faut revenir au franc, tout ça est très dangereux, il y avait beaucoup moins de crimes avant, machin, etc. Et qu'on a un débat entre ceux qui veulent de la modernité, avancer dans le futur, regarder le monde comme une chose, comme une opportunité qui est belle, en fait, et ceux qui se disent qu'ils veulent revenir en fait sur le passé. Quand ils ont compris que nous, entrepreneurs, on était des gens qui entreprenaient justement pour nourrir l'avenir et faire de cet avenir-là quelque chose de meilleur, en fait, ben, ils ont compris qu'on ne faisait pas partie du passé. Et le passé, c'est qui? En fait, c'est la droite rétrograde, c'est le Front National, etc., etc., etc. À partir de ce moment-là, quand on a su expliquer ça au gouvernement, ils ont compris que finalement, on allait dans leur sens. Mais que ne nous mettent pas dans un système gauche-droite qui ne nous appartient pas. C'est peut-être un peu compliqué. Non, merci. Je crois qu'on commence à attendre un petit peu le bout. On finit généralement par une séance de questions. Ok. On va y aller. Vas-y. Qui a une question? Ouais. Je vais parler fort. Vas-y, parle fort. Première année, vous voyez, deuxième année, la dépression, et après, il se passe quoi? Alors, après la dépression... Il dure combien de temps la dépression? Longtemps, hein, quand même. C'est long, la dépression, en fait. Je veux savoir. Presque un an. Vous attendez aux paillettes pour l'instant, c'est ça? Non, en fait... D'accord. Ah oui, En tout cas, c'est très perso ce que je vais dire, mais un an, en fait, d'émerveillement total, en fait, se dire c'est quand même formidable, etc. Je suis enfin à San Francisco et c'est génial, et il y a Space Mountain là-bas. Et après, j'ai passé presque 9 mois, en fait, à me dire, mais merde, ça marche pas. Et tout ce que... Tu vois, par exemple, je disais, voilà, je me présentais... Alors, par exemple, c'est d'ailleurs un peu drôle parce que je l'ai fait avec vous aujourd'hui. Quand je me présentais, je disais, voilà, je m'appelle Carlos Diaz, mais en fait, je suis français, mais en fait, je suis pas vraiment français, parce qu'en fait, je suis espagnol, parce que... je l'ai fait un peu avec vous aujourd'hui, tu vois. Parce que je pense que j'avais une... Et tout le monde s'en fout ici. Complètement, quoi, tu vois. C'est-à-dire que mes collègues américains, au bout d'un moment, ils me disaient, écoute, Carlos, tu vois tout ça, là, les 20 minutes là, que tu nous fais, quoi, en fait, il faut que tu arrêtes complètement. Je me dire, Alors, ça, on le fait ici à l'époque de la Coupe du Monde de foot. J'ai découvert ça dans mon entreprise. Ah ouais, parce qu'au moment de la Coupe du Monde de foot, chacun supporte les types de ses ancêtres. Oui. Et donc, on voit les gens qui arrivent. Le type est américain, visiblement de souche, a fait ses études ici. T'as vu ça aussi, Gilles? Et il arrive et il fait, bah non, moi je supporte le Costa Rica parce que ma grand-mère est costaricaine. Alors moi, c'était la Coupe du Monde tous les jours, en fait. Et faut le faire pour au moment de la Coupe du Monde. Et voilà, donc ça marchait pas, en fait. Donc tu vois, tu découvres ce genre de choses-là. Et puis aussi dans le management des gens, tu vois ce que je veux dire. Moi, j'avais créé ma boîte, je manageais les gens, et puis je manageais les gens comme on manage les gens en France. Comment est-ce qu'on manage les gens en France? C'est quand c'est bien, on dit, ah ben en fait, tu fais pas que de la merde. Et quand c'est pas bien, on dit, mais t'en as pas marre d'être un loser. Donc grosso modo, tu vois, le management, il se situe à peu près comme ça. Je peux autant te dire que ça marche pas trop ici, quoi. Tu vois ce genre de truc-là. Je caricature, mais quelque part, il y a ça. Donc, en fait, tu comprends et tu te dis, mais merde, je manage, j'arrive au boulot, je finis. Les mecs, putain, mais il n'y a personne à 21h, là, mais c'est quoi ce bordel, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'à Paris, on bosse jusqu'à 21h. Et puis, tu peux t'engueuler avec les gens en France. Ouais. Ici, tu peux pas t'engueuler avec les gens. C'est difficile, quoi. Le mec, tu t'engueules avec lui, il dit, bon, ben, je suis viré, en fait. Ben non. Viré, on continue, bien évidemment. On s'est engueulé, on est potes, quoi. Donc ça marche pas. Donc tu comprends que toutes tes règles, tout ce que tu as appris, la façon que tu as eu de manager tes boîtes en France ne fonctionne pas ici. Et tu es très malheureux en fait, parce que tout ce que tu opposes, en fait, ta façon de fonctionner, ça a duré 9 mois, et j'ai compris que la seule façon de faire, c'était de faire un reboot complet. C'était de dire, bon ben voilà, reboot, je suis vierge, je viens de naître à San Francisco, je ne suis plus originaire du Limousin et espagnol, etc. Et je suis là, et advienne ce qu'il advienne, et je me suis complètement reconstruit en tant qu'entrepreneur, à côté d'entrepreneurs locaux, à côté d'Américains. Tu vois, j'ai arrêté de recruter des Français, à part un qui est là. C'est mes parents qui m'ont refilé. Voilà, exactement. Mais voilà, c'est à partir de ce moment-là, de cette reconstruction, et
Et cette reconstruction, elle a aussi pris du temps. Donc moi maintenant, ça fait 4 ans que je suis là et j'ai envie de dire que ça fait 3 ans, enfin j'ai passé 3 ans, alors c'est peut-être, mais je suis peut-être très con, hein, tu vois ce que je veux dire, mais moi ça m'a pris 3 ans en total, en fait, pour à la fois m'émerveiller, comprendre que j'avais tort et que je ne réussissais plus, et me reconstruire sur un nouveau schéma qui n'a strictement rien à voir avec le schéma dans lequel j'étais en France. Et je pense qu'il faut accepter ce temps-là parce que c'est long, quoi, ça prend du temps. Ouais. Une question qui suit dans la logique. Donc, ok, reboot. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu as très bien décrit le parc d'attractions, tu as apparemment le droit de t'amuser avec certains des manèges, si tu veux, des roller coasters. Donc, tu as fait un reboot personnel en tant qu'entrepreneur. Et donc, tu parlais de Marc Benioff, donc tu as eu accès à certains cercles. Oui. Et ça me paraît important. Et dans ton reboot, est-ce que tu te sens confortable de nous décrire un petit peu comment tu as pénétré le sujet? J'ai lu un peu de mon reboot, tu vas se dire, mais par exemple, j'aurais pu lever des fonds avec à peu près tous les fonds français, mais j'ai pas de fonds français, j'ai choisi des fonds américains. J'ai commencé à employer les Américains, je me suis planté, Florent est là pour le constater, j'ai merdé total en termes de management, mais j'ai recommencé. Et maintenant, j'ai accès à des gens, mais parce que je pense que c'est vraiment une question d'ambition, tu vois ce que je veux dire, c'est une façon de voir les choses. Je pense qu'avant, je me posais mes propres limites. Je me disais, voilà, j'irai pas plus loin que moi-même. Voilà. C'était mon modèle français, mais je suis merveilleux, bien évidemment, parce que je suis français. Et aujourd'hui, je suis dans un modèle où non, sky is the limit, en fait, go big or go home, tu vois ce que je veux dire, tout un tas de choses comme ça. Et quand tu te mets à raisonner comme ça, ben, tout d'un coup, tu t'entoures de mecs un petit peu comme ça. Il y a un mec absolument que je voulais faire venir à DBF, qui est un Français qui s'appelle Frédéric Lalulio, qui est le patron d'Anaplan, qui vient faire une levée de 100 millions de dollars, et qui était un ancien de chez SAP et tout ça. Et voilà, ça fait partie de mes très bons potes. Loïc aussi, qui a beaucoup changé. Je ne sais pas s'il viendra, parce que Loïc, c'est un peu compliqué. Mais vous l'avez fait venir déjà. Mais il faudrait le faire revenir aujourd'hui, maintenant qu'il est bouddhiste. Je crois que c'est pas le plus gros changement. Non, mais voilà. Mais bon, c'est mon cercle aujourd'hui. J'ai créé un nouveau cercle autour de moi. Et je suis riche, pas de moi, je suis riche en fait de ces gens-là. Et ce réseau, il est super important parce que ce qu'on découvre aussi aux États-Unis, c'est qu'on est riche de son réseau, quoi. Et de San Francisco, peut-être, je sais pas, j'ai jamais été à Palo Alto, j'ai pas mes visages, j'ai pas mes vaccins, mais non, mais je sais pas, à San Francisco, en tout cas, il y a un vrai réseau comme ça, et on se rend compte qu'on est riche de ce réseau-là, et qu'on a une puissance finalement à travers le réseau qui est plus importante qu'à travers soi-même. Alors qu'en France, alors qu'on dit souvent que les États-Unis est un pays très individualiste, je ne pense pas que ce soit vrai. Il y a une différence entre le réseau et la communauté. La France, c'est un pays de réseau. C'est-à-dire que ça met énormément de temps de rentrer dans les réseaux. Une fois qu'il y est, tu n'as plus besoin de faire quoi que ce soit. En fait, il y a vitam aeternam, tu peux faire les pires conneries à l'intérieur du réseau, tu y resteras, en fait, vitam aeternam. Mais qu'est-ce que tu en as chié pour rentrer dans ce truc-là? Alors qu'aux États-Unis, c'est vraiment la communauté. La porte est ouverte, tu peux rentrer à l'intérieur. C'est pas très compliqué de rentrer dans toutes ces communautés, mais tu es jugé sur ce que tu fais à l'intérieur de cette communauté. Et en fait, plus tu apportes, plus tu donnes. C'est pas parce que tu es rentré à l'intérieur, mais si tu fais des choses à l'intérieur de ce truc-là, à ce moment-là, tu es vachement rétribué en fait pour tout ce que tu donnes à ça. Ben, ça, j'ai compris. Moi, j'étais en colère en fait, parce que j'étais issu de Limoges, que j'ai machin, etc. Donc, j'avais pas de réseau en fait. Et les portes se fermaient et je ne pouvais pas rentrer. Et donc j'étais finalement en lutte permanente. Alors c'est pas grave, parce que moi j'ai passé mes vacances en RDA, donc tu sais, je sais ce que c'est que la lutte, quoi, tu vois ce que c'est. Mais j'étais dans ce phénomène de lutte contre ces réseaux, en fait, qui m'étaient opposés, les polytechniciens de merde, les machins, tout ça, en fait, etc. Ça me faisait chier. Alors qu'aujourd'hui, mes potes sont polytechniciens, tout ça, mais on est dans un jeu de communauté, on n'est plus du tout dans un jeu de réseau. Bon. Ben, c'est ça ce que j'ai découvert, en fait, aux États-Unis. Petite question,
La première, c'est aujourd'hui, si tu devais commencer une boîte, est-ce que tu partirais plutôt sur, comme tu as fait en 94, je te tutoie parce que je ne respecte rien, comme tu as fait en 94, genre Internet, genre maintenant le Bitcoin, ou des choses, l'Internet des objets, Oculus Rift, enfin des choses complètement, où il y a un risque marché énorme potentiel, ou est-ce que tu partirais sur quelque chose, plus pépère, on va dire, si tu devais commencer là tout de suite après 3 ans de San Francisco? Ma deuxième question, c'est juste en background, moi je suis au milieu des 6 mois, je suis à 6 mois, donc je suis au plein dans les paillettes là. Ouais. Quand je vais voir des investisseurs et qu'on veut lever $3 millions, ils me disent vous manquez d'ambition. Donc voilà, donc c'est ce que dès que tu vas leur demander 10, ils vont dire non, mais non. C'est ce que je veux dire. Tu vas déconner non plus. À 3, tu manques d'ambition et à 10, il ne faut pas déconner. Donc voilà, on a l'occasion d'être break-even et d'être autofinancé d'ici 6 mois. Voilà, donc aujourd'hui, quelqu'un comme il est des paillettes, tu lui dis lève des fonds ou prouve ton modèle dans les 6 mois et dépend personne. Si tu peux éviter de lever des fonds, ne lève pas de fonds. C'est la règle absolue en fait. Moins je veux dire, les VC, si tu peux t'en passer, tu t'en passes. Mais le problème, c'est qu'il y a très peu de cas dans lesquels tu peux t'en passer. C'est-à-dire que si tu as prouvé ton modèle et que tu dois accélérer, que tu as l'occasion, comme tu le dis apparemment, je ne sais pas ce que tu fais, mais d'être dans un modèle qui est exponentiel, à un moment, tu vas avoir besoin des VC. Mais donc, je ne sais pas, je ne connais pas ton projet, tout ça. Écoute, tu es là, quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est la Champions League. Il faut jouer à fond le truc, quoi. Il ne faut pas se limiter. Il faut vraiment jouer à plein le truc. Si tu as le bon scénario et que tu as des dinosaures dans ton film et qu'en ce moment ils financent des dinosaures, bah, vas-y, quoi, fonce, quoi. Tu vois ce que je veux dire, on fait un outil développeur, en gros, on est venu vendre on est venu planter des vignes en Bourgogne, en Gironde, quoi. Alors, on est venu à SF parce que c'est là que ça se fait. Vas-y, fonce, en fait. Moi j'ai 2 citations à te donner. Une de mon ancien chairman, je me souviens de Steve Hamilton, qui disait VCs are necessary evil. If they're not necessary, they're just evil. Ouais. Et l'autre c'est Mario Andretti, if you're driving a Formula One and everything is under control, you're not driving fast enough. Oui, c'est ça. Je crois que la deuxième est plus importante. Ouais, la première est pas mal aussi. Mais non. Ouais, on est d'accord pour dire si tu veux faire un truc grand, t'as des VC. Non, tu ne peux pas créer ta force de vente, tu ne veux pas te développer. Non, mais si tu veux être tranquille dans ta vie aussi, effectivement, la vie est plus tranquille dans mes boîtes, par exemple, ma première boîte, j'ai vécu un bonheur total, quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais c'était plus tranquille avec les VC. Mais j'ai pas développé ma première boîte, pareil que j'ai développé ma deuxième. Il y a forcément une contrainte en fait à ça, mais elle est nécessaire comme une marque, en fait, elle est absolument nécessaire. Si tu veux croître, et si vraiment tu as les moyens de croître, tu es obligé de passer par là. Il faut accepter la règle, mais il faut être prêt aussi à accepter ce qui va avec. C'est pas simple. Et en tant que nouvel entrepreneur, après 3 ans de balai, c'est Bitcoin, c'est Internet des objets, ou c'est des choses plus concrètes? Créer une entreprise, il n'y a rien de simple. Hein, tu vois ce que je veux dire. Tu cites des sujets qui sont hyper à la mode, comme Bitcoin ou Internet of Things ou des trucs comme ça. Mais je dirais que si c'est déjà à la mode, c'est que c'est déjà dépassé. Quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est presque trop. Ces sujets-là sont déjà presque trop tard. Il faut penser au next step. Moi, je ne raisonne pas trop dans cette façon hollywoodienne du truc, à se dire qu'est-ce qui est à la mode. Moi, j'ai plus envie de me dire, en tout cas, chaque fois que je crée une entreprise, j'ai vraiment envie de faire quelque chose de nouveau pour moi, en fait, qui vraiment soit. Si c'est nouveau pour moi, parce que je suis quand même plutôt à l'affût de tous ces trucs-là, ça doit être. Si c'est nouveau pour moi, ça doit être très très nouveau pour tous les autres. Quoi, tu vois ce que je veux dire. Enfin, pas pour vous, bien évidemment, mais enfin pour ma mère, en tout cas, ça c'est évident. Donc c'est plutôt bon, c'est créer quelque chose vraiment de nouveau où c'est vraiment intéressant, il y a quelque chose à développer de neuf, et d'apprendre quelque chose. Moi, dès que j'apprends plus quelque chose, dès que c'est plus challenging, dès que c'est plus difficile, dès que j'ai plus le sentiment de jouer en Champions League, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est quand tu avances sans fournir d'efforts, sans pédaler, c'est que tu es dans une pente, quoi. C'est que tu descends. Tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà. Donc si tu as le sentiment que ça avance et que ça ne coûte pas énormément d'efforts,
ben, c'est que tu descends. Donc il faut de l'effort, il faut que sur la pédale ça coûte, il faut que ça fasse mal quoi, en fait, quoi. Et quand ça fait mal, ça veut dire que tu montes. Donc fais-toi mal. Et on va peut-être en rester là. Pain is weakness. Vas-y. Je la poserai en... Tu poseras un one. J'aimerais remercier notre intervenant de ce soir. Merci beaucoup. On a quelque chose pour toi, je crois. Merci. Bonsoir. C'est bien caché. des cèpes. Non. C'est pas une bouteille non plus, je suis désolé. Mais il en reste plein là. C'est bon. Non, mais j'ai dit que je viendrais chez toi voir. Tu viendras chez moi voir si tu vas bien. Ta cave est fameuse. Non, je suis pas. Non. J'ai envie une cave d'être meilleure que la mienne. Non, Mais j'ai quelques bons championnats de combat, j'ai des bons tours. voilà. J'ai des bons tours. Voilà. Carlos ne pouvait pas vivre sans ça. Tu pouvais pas. Attends, c'est fantastique. J'ai acheté des découvrir. C'est de la haute technologie. Ah ouais, c'est absolument fantastique. C'est ce qui va faire la décoration de ton lieu. Ah d'accord, ok. C'est un presse-papier, c'est quoi? Non, tu le poses vertical, voilà. Et tu es fier et tout le monde Oh, formidable. Le prochain, c'est nous sommes passés publics. Ça ressemble à peu près à ça. Non, mais alors, Mais ceux-là, t'en as qu'un dans ta vie, tu veux passer public, tu peux le faire plusieurs fois. Mais Marc me disait avant, il disait Qui est passé déjà ici? passé Je t'ai pas donné les noms de tout le monde. Il y en a des moins prestigieux. mais non, mais donc je dois faire partie de ces moins prestigieux là. Non, je suis passé aussi. J'étais très très flatté en fait de ça. Ça nous a fait très plaisir de t'avoir. Et voilà. Et t'as accepté très gracieusement, spontanément, ce qui est pas Oui, parce que pour la première fois, je me fais pas payer. Normalement, je suis payé. Oui, merci. Normalement, je prends un pourcentage aussi, et cette fois-ci, je prendrai rien sur le gratuit. Merci beaucoup, et à bientôt. Et Marc, tu peux faire de la retard pour notre site, le site dbf.com. Il n'y a pas besoin de retard pour le site dbf.com. On connaît le site dbf.com. Ah oui, il y a quelque chose à faire. Et le 8 septembre. Et le 8 septembre, donc venez nombreux. On vous annoncera le prochain intervenant sur le site et on y travaillera. On a progressé.